Enchantée, moi c'est Marlène et bienvenue sur Magnetic Management, le podcast qui t'aide à développer tes compétences managériales, autrement dit à décortiquer le schmilblick des relations humaines au travail. Alors si tu as des gens sous ton aile ou que c'est ton ambition, ta curiosité sera nourrie. Et surtout, si tu aimes casser les codes et comprendre les paradoxes que soulève cette fonction, alors abonne-toi, ce podcast sera ton meilleur allié. Adrien Champroux est doctorant à la Sorbonne. Sa thèse est dirigée par le professeur Olivier Darde et il est enseignant-chercheur en histoire à l'Institut catholique de Rennes. J'ai toujours secrètement rêvé d'être professeur. J'avais même appelé Adrien quand j'étais un peu désespérée en deuxième année de droit. Et même si pour le coup aujourd'hui je ne suis pas enseignante, je transmets à ma façon et je reste persuadée que l'enseignement est l'une des clés pour grandir soi en même temps que faire grandir les autres. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce parallèle entre l'enseignement et le management, parce que la capacité à transmettre est fortement présente dans les deux. Alors dans cet épisode avec Adrien, on va parler des techniques pour parvenir à susciter l'intérêt de personnes parfois non passionnées, comme des élèves de 4e ou des étudiants égarés. De la juste posture à adopter, entre savoir rigoler avec ses élèves mais aussi se faire entendre. On abordera aussi les limites de l'intelligence collective. Quand on arrive à plus de 90 étudiants, c'est plus compliqué. Et aussi et surtout, Adrien lève ce tabou des souffrances que vivent certains professeurs liées aux difficultés de la gestion de classe. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Adrien. Bonjour Marlène. Je suis ravie de te retrouver ici à l'ICR, donc l'Institut catholique de Rennes, où l'un comme l'autre on a fait nos études. Moi dans le droit, toi plutôt dans l'histoire, pour le coup. Et on va discuter justement de ton parcours. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans l'enseignement, la politique, j'aimerais que tu nous partages le tempérament que tu avais enfant. Alors en tempérament, étant enfant, j'étais plutôt de nature calme, réservée, et puis même un petit peu timide. Par exemple, je prends toujours cet exemple, quand j'étais enfant, c'était très compliqué pour moi, par exemple, d'aller sonner chez les gens pour aller rejoindre des fois les copains. J'avais une peur un peu bleue, ou même tout bêtement d'aller chercher le pain quand on avait 12-13 ans. Certains de mes copains allaient chercher le pain ou des petits bonbons. C'est des choses qui étaient très compliquées pour moi. Et puis après, au fil des années, puis surtout durant mes années étudiantes, on y reviendra, cette timidité est un petit peu disparue. Mais ça, c'était un petit peu mon tempérament. Voilà, j'étais un élève très calme, posé. J'embêtais pas vraiment, je pense, des personnes. Et puis aussi active. C'est-à-dire que quand il y avait du sport ou des activités à faire, quelqu'un plutôt de moteur aussi. Voilà. Et est-ce que tu avais déjà des premiers rêves de métier ? Oui, il y avait des métiers. Alors, par exemple, en primaire, c'était pompier, parce que j'avais un cousin qui était pompier, enfin volontaire, donc j'avais envie de devenir pompier. Après, au collège, je pense un petit peu comme tout le monde, ingénieur, chirurgien. Puis j'ai vu que j'étais pas très très bon en maths, donc là, on a dû changer le projet. Et puis après, à partir du lycée, j'avais pas vraiment d'idée. Je sais que j'étais passionné par l'histoire. Mais avec des idées comme un petit peu dans tout ce qui est métier du politique ou alors peut-être dans l'enseignement, mais c'était quelque chose d'assez flou, hein, j'avoue. Je me suis trouvé dans les dernières années de mes études, mais en tout cas, c'est vraiment deux passions qui m'ont guidé pendant ces années-là. Voilà. Et quelles ont été justement tes réflexions à 18 ans après le bac, sur le chemin que tu allais prendre ? Alors, au bac, moi, j'avais pas envie déjà de faire mes études au Mans. Puisque j'ai fait ma terminale au lycée Notre-Dame. J'avais envie de connaître un nouvel environnement, une nouvelle ville. Et puis est apparu le petit prospectus dans la boîte aux lettres des parents de l'Institut. Et donc là, j'ai un petit peu flashé sur la licence d'histoire, parce qu'il y avait aussi le parcours sciences politiques que proposait pas la fac du Mans, ni par exemple à l'époque la Catho d'Angers. Donc là, j'ai décidé de partir à la Catho de Rennes. J'ai passé un entretien de motivation avec Madame Cardon. Et puis, j'ai été pris pour l'année universitaire 2011-2012. Et finalement, petit à petit, donc après la licence d'histoire, il y avait quand même une orientation sciences politiques. Tu t'es d'abord justement orienté vers la politique, puis vers l'enseignement. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce choix de transition entre l'un et l'autre ? Alors, ce choix de transition, il a été fait pendant l'année de master, puisque j'étais en master métier du politique et de la gouvernance à la Catho de Paris, qui est maintenant devenu master affaires publiques.
Alors ce qui m'a plu, c'est vraiment les enseignements très professionnels. On avait des enseignants qui étaient à l'ENA, qui étaient dans les ministères, des choses comme ça. Et puis au final, pendant le stage, il y a quelque chose qui me manquait en fait. J'aimais beaucoup l'aspect pragmatique. J'avais fait un stage auprès d'Hervé Morin. On organisait des colloques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est vrai que l'aspect, on va dire, scientifique, intellectuel m'intéressait beaucoup. Mais il n'y avait pas cet aspect, on va dire, d'échange, de transmission. Et puis, je trouvais des fois que les cours, entre guillemets, n'étaient pas assez approfondis. Des fois que j'avais fait le tour de certaines questions. Donc là, c'est vrai que c'est vite reposé. Puis, j'avais pas fait beaucoup de cours d'histoire durant l'année de master. Donc là, je me suis dit, peut-être tenter le concours de l'enseignement. Et puis, devenir enseignant d'abord dans le second degré, avant de pouvoir franchir les étapes. Je me souviens, un petit flashback, d'avoir eu un échange téléphonique avec toi quand en deuxième année de droit, je me posais moi-même des questions sur le fait de devenir ou pas enseignante. Et tu m'avais partagé un peu ton expérience là-dessus. D'ailleurs, sur l'enseignement, tu as démarré au collège. Pas l'étape la plus simple d'être face à des collégiens, donc 6e, 5e, 3e, avant de transmettre aujourd'hui à des étudiants. Selon toi, quelles sont les grandes différences entre ces deux types de publics ? Alors déjà, comme tu le dis, c'est une étape très importante de la vie, le collège. Il y a plusieurs problématiques. On grandit physiquement, on grandit intellectuellement en tant que personne aussi. Donc ce sont des publics, alors en 6e, qui sont très intéressés en fait, qui sont très très curieux. Et puis après, on va commencer ce qu'on appelle, alors pour certains, on commence une préadolescence en CM2, 6e. Et puis à partir de la 5e, là, vers grosso modo le second trimestre, là on a vraiment des adolescents. Et alors là, il faut vraiment les intéresser, ne pas forcément des fois se braquer, parce que ce sont des êtres humains, c'est pas facile non plus, ils ont leurs humeurs, on voit qu'ils changent. Pour eux, certains changements sont pas très agréables. Donc c'est vraiment des étapes où il faut être en même temps dans la bienveillance et dans l'exigence, parce qu'ils sont quand même capables, ils sont, comme je dis, la plupart des élèves ne sont pas en sucre, ils sont pleins de ressources, ils sont pleins aussi de bonne volonté, de qualité, mais il faut faire très attention. Et enfin en 3e, alors c'est très drôle, mais 3e, on est en pleine adolescence, mais en même temps, ils ont envie, c'est la dernière année, donc ils ont envie de partir, ils ont envie de découvrir d'autres choses. En même temps, le programme d'histoire est tellement intéressant, on est sur la guerre froide, la guerre 14-18, 39-45, donc là, ils sont plein de questions. Mais c'est vrai que la 5e, 4e, c'est des étapes charnières. C'est là où ils sont, là, il faut vraiment aller les chercher. Trouver l'accroche, comme je dis, c'est-à-dire est-ce qu'on commence pas par un extrait vidéo, est-ce qu'on commence pas par une image qui peut les faire réagir, et puis aussi faire des fois des petits détours parce qu'ils ont plein de questions, donc ça c'est chouette ça par contre. Et puis des fois c'est le métier d'enseignant, on passe des fois un peu plus de temps à faire entre guillemets le gendarme parce qu'il y a des horaires qui font que par exemple le 16h 17h en fin de semaine, on sait très bien que des fois, malheureusement, on va passer un peu plus de temps à faire le gendarme que de faire cours. Est-ce que justement tu as senti la différence entre d'être face à des étudiants qui ont choisi d'être là en licence d'histoire et des collégiens où ça reste une matière parmi d'autres et où donc certains ne sont pas du tout intéressés, d'autres oui. Comment tu le gérais face aux collégiens ? Alors, comment je le gérais face aux collégiens ? J'essayais toujours de raconter des petites histoires, des fois. Ça, ils aiment bien, les petites anecdotes. J'essayais d'aller sur des chemins un petit peu comme, par exemple, quand on parlait des Gaulois, la BD Astérix Obélix, sur des séries dans lesquelles ils baignent, pour essayer de leur apprendre. Et puis, sur certaines choses aussi en géographie, de leur montrer, par exemple, là où ils habitent, leur territoire, etc. Donc, essayer d'être assez pragmatique. Après, souvent, ils sont plutôt de bonne foi. Après, oui, il y a certains élèves qui étaient très bloqués. Peu importe l'enseignant, mes collègues me disaient bien « Ah, il n'aime pas l'histoire ni la géographie ». Mais en tout cas, non. Ce qui est vrai, c'est qu'à partir de... quand on dit en 4e, 3e, certains vont aller vers d'autres chemins plus professionnels. Donc là, on peut avoir des fois des petits discours comme « De toute façon, votre matière, je m'en fiche un peu parce que je pars, etc. » Mais en même temps, ils aiment bien aussi, par exemple, l'EMC, l'éducation morale et civique, où on aborde des fois des problèmes qu'ils connaissent. Par exemple, en 6e, on aborde le harcèlement, on aborde aussi... On n'avait pas ça, je crois, nous, quand on était au collège. Non, en collège et au lycée, nous, on a eu l'ancien, on va dire, EMC, c'est-à-dire plutôt sur les aspects de la citoyenneté. Oui, plutôt, et nous, par exemple, en 6e, on fait aussi, par exemple, les émotions.
sur des choses qu'ils ont déjà vues en primaire, et on retravaille ça un petit peu par rapport à un cadre civique et sur les émotions, sur le harcèlement, bien sûr la laïcité, des choses comme ça, mais en tout cas sur des thématiques qui sont vraiment contemporaines. Et ça, ils aiment bien. Les petits débats, des choses à faire comme ça. Ouais. Donc finalement, toujours se mettre à la hauteur du public à qui tu t'adresses. Exactement. Est-ce que tu as rencontré certaines difficultés dans la posture de professeur, où on le sait très bien, pour ceux qui nous écoutent, la période collège, c'est aussi la période où on ne prend pas vraiment en compte les émotions de son professeur, on est plus là à le tester, à rigoler, et ça peut être quitte ou double. Soit on est face à un professeur sympathique mais très respecté, ou parfois un professeur tout autant sympathique mais il perd le fil. Toi, comment tu te définirais sur la posture que tu as réussi à aborder ? Moi, au début, alors c'est vrai, moi, mes collègues m'avaient bien dit, on le dit bien, ce sont des élèves, ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des connaissances. Donc, tout de suite, marquer un cadre, rapidement, leur montrer les limites, tout en étant aussi souple, c'est-à-dire se permettre de rigoler. S'il y a un élève, moi j'ai eu plein de fois dans des cours, des élèves qui ont eu des remarques ou des petites blagues. J'ai même ri. Je veux dire, c'est humain. On sent que ça détend la classe. Même eux, ça leur fait du bien. Ils voient qu'on est un adulte, mais qu'on est un adulte avec de la sensibilité. Donc obligatoirement, en fait, on navigue toujours entre eux, ne pas les lâcher, d'être un petit peu le curseur un petit peu ferme, mais en même temps tout en leur montrant, des fois ceux qui ont des difficultés, que voilà, on accepte leurs difficultés et qu'on n'est pas là à leur demander d'avoir tous 18 sur 20 dès le premier contrôle. Non, c'est pas possible. Mais en tout cas, ce qui était au début assez perturbant, mais chez tous les jeunes enseignants, c'est un petit peu la gestion de classe, et puis aussi, je suis pas tellement trop âgé en fait, j'ai pas trop de différence, donc comment je gère cela, et en même temps il faut que je montre que je suis enseignant, que je tiens la classe, et en même temps que je suis pas très éloigné d'eux en fait. Donc voilà, surtout avec les étudiants qui sont arrivés derrière, quand tu es passé enseignant avec des étudiants, quand tu as démarré, si tu te souviens, à peu près, ça remonte pas à 40 ans. Non. Il y avait à peu près combien d'années d'écart, tu vois, avec tes étudiants ? Grosso modo, j'avais même pas 5-6 ans d'écart. Ouais. Donc, comment tu l'as vécu, ça ? Est-ce que tu appréhendais ? Oui, c'est vrai que j'appréhendais. Le premier cours, c'est vrai que j'appréhendais parce que je me suis dit, ils vont vite remarquer que je suis pas très vieux. Donc ça va faire un petit peu un jeune enseignant qu'ils auraient pu avoir au lycée, parce qu'on était sur la génération qui allait avoir le concours et donc être en poste au lycée, au collège. Donc là, il fallait rapidement montrer quand même que c'était moi qui dirigeais la classe, que ça allait se passer de cette manière-là, et que du fait qu'on ne soit pas très éloigné en âge, fallait montrer du respect, que moi-même je serais bienveillant, mais que il y a un cadre. Après, ce qui est agréable bien sûr pour des étudiants par rapport à des collégiens, c'est le côté, comme tu le disais, c'est qu'ils ont choisi, même si on pourra en reparler de la problématique de l'orientation, surtout en ce moment, on voit quand même de plus en plus des publics hétérogènes, ce qui n'était pas le cas je pense il y a 10 ans. Les classes sont de plus en plus hétérogènes, donc obligatoirement il faut s'adapter aussi à ce public, parce que certains vont apprécier plutôt la science politique, d'autres vont plutôt apprécier vraiment le cours d'histoire, d'autres vont plutôt apprécier, comme c'est une licence avec des parcours, moi je vois très bien les étudiants sont pas à 100% des fois, alors en deuxième année c'est le cas, ils sont à 100% à peu près partout, mais en première année on voit bien il y a toujours un peu un choix, allez je prends ça parce que c'est plus facile, ou ça c'est des réflexes qui sont du secondaire, donc ça on essaye de les faire changer là-dessus, mais oui, ce qui est agréable, c'est que là, ce sont des jeunes adultes, il n'y a pas besoin forcément de faire la police, et ils sont très, très autonomes, enfin plutôt autonomes, certains non, mais ils sont plutôt autonomes. Et d'ailleurs, on le remarque souvent à l'université, pour moi-même avoir été sur les bancs de la faculté, où au bout de quelques minutes, assez rapidement, les étudiants arrivent à cerner le professeur, dans le sens où certains arrivent à captiver assez rapidement, d'autres, ça devient sur un ton monotone, où ils lisent tout simplement les diapositives derrière. Toi, comment tu procèdes par rapport à cette posture-là, sur la façon de t'exprimer à l'oral ? Alors moi, ce que j'essaye au maximum, alors je suis aidé des fois d'un PowerPoint,
Alors, je fais pas l'erreur de mettre, par exemple, des quantités de texte inimaginables, puisque là, c'est ce qui fait que, en fait, que si tu es étudiante, tu es passive, en fait. C'est-à-dire que tu vas regarder de la diapo, d'accord, je dois noter ça, mais il n'y a pas quelque chose de supplémentaire. Alors, pendant un cours, il faut stimuler les imaginaires. À un moment donné, il faut renvoyer des images. Alors, il faut s'aider aussi d'images, ça, c'est pas le souci, mais il faut que ça soit, le PowerPoint, il faut que ça soit un appoint qui nous aide. Il ne faut pas que ça soit la globalité du cours. Voilà. Sinon, c'est trop facile. Enfin, je veux dire, tous les enseignants en feraient, hop, on vous balance ça comme les polycopiés. Non, non, c'est pas ça qui est intéressant. Et puis, bien sûr, essayer de les captiver aussi par des entrées. Hein. Je reprends un petit peu le modèle du secondaire, une image, une actualité. Par exemple, je fais des références en TD à des choses qu'ils vivent, ou même des séries. Je parle de séries, de romans, pour que ça soit toujours en lien avec des choses qu'ils vivent. Même si on est, par exemple, moi en histoire contemporaine, on est plutôt sur le 19e, début 20e. Donc c'est une période, pour nous, historiens du contemporain, qui est proche, mais pour eux qui est assez lointaine. Donc il y a toujours ce renvoi. Et en méthodologie, bon, là, c'est un peu plus terre à terre. C'est-à-dire qu'on travaille sur des sujets. Donc c'est au moment de la correction où je vais peut-être stimuler certaines choses, leur faire des rappels. Mais sinon, c'est vraiment en début de cours de méthodo où on parle de la méthode. Bon, j'essaye de les stimuler sur certaines choses, certaines images. Je fais des renvois aussi, ça qui est assez drôle, un petit peu aussi au sport. Des choses comme ça, je leur mets une diapositive en début d'année universitaire. Tu vois une Usain Bolt, tu sais, qui part après les starters. Et moi je leur dis, moi je vous demande pas d'être Usain Bolt parce que je sais que certains vous le serez pas, mais j'essaye de vous accompagner à votre niveau, mais que vous essayez de donner le meilleur de vous-même. Voilà. Mais en tout cas, ça sera une année exigeante, mais en tout cas, moi je serai là pour vous accompagner. C'est intéressant ce que tu dis puisque ça peut faire des parallèles dans plein de situations. Oui. Typiquement, une personne qui anime une réunion, que l'on soit manager ou non, ça peut être dans un cadre parfois même familial, peu importe dans la vie quotidienne, d'être capable de se mettre à la hauteur de son public par des exemples concrets pour eux. Et c'est là où c'est important de connaître en fait son auditoire aussi. Et il en va de même pour ceux qui créent du contenu à l'écrit. Dans le copywriting ou autre, c'est pareil. Sur les phrases d'accroche, on le voit dans les médias, c'est pareil. Ils arrivent à t'accrocher avec des histoires. Donc, plutôt intéressant. Et puis, tu as aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rappel. Qu'est-ce que les 3 choses importantes qu'on a vues au cours du cours. Ah oui, voilà. À la fin, plutôt. À la fin, oui, exactement. Ou alors, je peux annoncer en début. Par exemple, si c'est des objectifs, qu'est-ce qu'on doit atteindre au cours de cette séance, tu vois, pour leur dire où on va, pour les diriger. Et puis, à la fin, on dit, là, on a fait ça, ça, ça. Voilà. Ok, où ça cadre en fait. Comme ça cadre, exactement. Voilà. Après, il y a des séances, je peux des fois un petit peu changer, soit je l'annonce dès le début ou à la fin en fonction de. Et puis aussi, il y a quelque chose d'important qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est le ressenti. Moi, chaque cours, chaque séance de TD, chaque cours, je ne ressens pas la même chose. C'est-à-dire quand je vais entrer dans la classe, je vais sentir certaines choses. Émotionnellement, je vais sentir s'ils sont concernés, s'ils sont pas concernés, s'ils sont absents, ça peut même exister. En fin de semestre, on se souvient tous d'être assez fatigués. On a fait quand même beaucoup de travaux, on a rendu beaucoup de travaux, il y a le stress qui arrive des examens. Donc obligatoirement, là, il y a des périodes où je sens, je le dis en franchise à mes collègues, je les sens pas bien, je les sens pas motivés, ça décroche. Donc là, des fois, faut un peu essayer de les remotiver, de leur dire, il faut pas lâcher surtout, parce que si là, ils se relâchent maintenant, ça va être très dur pour les examens, tout en leur faisant pas forcément trop peur. Parce que sinon, là, on va dans le sens inverse. Donc, en fait, c'est un subtil mélange. Hein. Être enseignant, c'est toujours trouver un équilibre. En fait, il y a beaucoup de l'écoute du langage non verbal, en fait. Oui, d'être capable d'analyser ce langage non verbal. Et c'est intéressant ce que tu dis, puisque tout à l'heure, tu parlais du sport. Oui. Typiquement, ça peut être pareil pour un entraîneur qui retrouve ses athlètes au début de l'entraînement, que ce soit des athlètes en individuel, comme toi qui fais de la course à pied au mois, ou une équipe de hand, de basket, et de se dire, ok, là, il y a une dynamique qui est différente, les énergies sont différentes, et donc on s'adapte, on adapte son discours, on adapte son énergie, quitte à peut-être poser parfois une question, c'est peut-être plus délicat dans l'enseignement, mais sait-on jamais selon les relations qu'on a avec ses élèves. Ouais, et puis même moi, des fois, j'aime bien, un peu ce côté père fouettard, mais de faire des petites remontées de bretelles, voilà, je sais, toujours au moment, je sais quand je les fais. Là, grosso modo, je sais quand je vais les faire. C'est des moments où je sens que ça, c'est quand même, c'est des moments très importants de l'année en fait. C'est pas, je vais pas pousser une gueulante pour une gueulante. C'est juste là pour
un peu les faire sursauter, leur faire prendre conscience. Et souvent, quand je les ai en rendez-vous pédagogique, ils me disent ah, merci, parce que là, on allait vers la pente un petit peu savonneuse, ça nous a remotivé, reboosté, on s'est remis dans le travail. Donc c'est toujours cette petite, comme sur une planche, un peu comme un équilibre, toujours trouver le bon équilibre. Ouais, et puis l'importance de les responsabiliser aussi. Oui, T'es là complètement. pour les aider, les guider, mais tu ne vas pas faire Non. à leur place. Ah, exactement, Jamais. moi c'est ce que je leur dis, je ne fais pas à leur place, je peux les conseiller, je peux leur dire de faire d'une certaine façon. C'est comme la problématique, là je vais l'avoir dès la rentrée pour certains, quelle est votre méthode de travail ? On ne travaille pas tous de la même façon, puisqu'on n'a pas la même façon d'apprendre. Il y en a qui ont des troubles qu'on appelle de troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Bon, eux, typiquement, je leur recommande ce qu'on appelle la tomate rouge. C'est-à-dire que, alors c'est drôle, ça s'appelle la technique du Pomodoro. Et en fait, sur 1 heure de travail, tu vas segmenter toutes les 20-25 minutes avec une tâche. Tu fais comme une to-do list. Dès qu'au bout de 20 minutes, tu as terminé la tâche, hop, tu coches et tu fais 5 minutes de pause. Donc pour des personnalités qui ont cette manière d'apprendre, qui ont ce type de personnalité, c'est valorisant en fait, parce qu'ils ne vont pas se disperser. Un TDAH, il va être tout de suite, même là, tu aurais un TDAH en face de toi, tout de suite il aurait regardé derrière mon bureau. Il aurait regardé tous mes crayons, il aurait regardé, si là tu vois par exemple je te fais coucou là, il aurait regardé tout de suite ma main. Parce que son attention, va aller faire quelque chose d'autre. Donc c'est des personnes qu'il faut recentrer et en même temps les valoriser. Pour qu'eux, typiquement, là, si on va plus loin dans les neurosciences, ils ont besoin de dopamine. Donc là, ça rejoint avec la phase d'accroche. C'est des gens, il faut tout de suite les intéresser. Sinon, c'est terminé. Ils vont s'ennuyer. D'où la problématique aussi des enfants qui sont au potentiel. Moi, j'en ai plusieurs dans ma promo. Hein. Mais c'est intéressant parce que là, on parle des enfants, des étudiants, mais ces personnes-là vont devenir des personnes adultes aussi demain. Ouais, donc, pour ceux qui nous écoutent, quand on est dans le cadre d'une entreprise, c'est aussi d'être capable de se dire j'ai des personnalités différentes en face de moi. Et je ne peux pas appliquer les mêmes méthodes des fois pour tout le monde, ou du moins... Si je me sens un peu démunie, j'essaie de comprendre et de proposer peut-être des méthodes alternatives et de tester en fait. Tester, demander les retours, les feedbacks, etc. C'est ça. Et complètement. Dans une entreprise, en plus, ils vont devenir, comme tu le dis, adultes. Donc obligatoirement, quelqu'un qui est TDAH, ça peut s'atténuer, mais il le restera peut-être à vie. Donc obligatoirement, dans une entreprise, il va falloir trouver la bonne manière de le gérer. Il y a des TDAH, par exemple, on en retrouve plein après dans les carrières humoristiques, dans l'animation, parce qu'ils sont des gens souvent sur projet. C'est les projets qui les motivent, c'est toujours la nouveauté qui les motive, donc obligatoirement, il faut savoir bien les gérer rapidement, en fait. Est-ce que tu fais des entretiens individuels avec certains de temps en temps ? Oui, écoute, je les reçois 3 fois obligatoirement. D'accord. Donc on fait un premier point en octobre. Là, cette année, je fais sur rendez-vous en novembre-décembre avant les examens. Je vais les revoir en avril. Et pour certains, je les revois en février après les résultats du premier semestre. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas eu leurs résultats. Là, on fait un point, comme je dis, carte sur table. On voit qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé d'un point de vue académique, donc les notes, mais aussi d'un point de vue pédagogique. Est-ce qu'il y a eu un manque de travail ? Est-ce que la technique de travail a mal fonctionné ? Et puis, moi, un étudiant, c'est la globalité, c'est un peu comme l'écologie. C'est-à-dire que pour moi, un étudiant qui va réussir, c'est tout. Par exemple, quelqu'un qui vient de l'extérieur de Rennes, un nouvel environnement à comprendre. Il faut que le logement, ça se passe bien. Il faut que l'intégration se passe bien. Que les problématiques d'orientation disparaissent progressivement et qu'ils se sentent bien à l'institut. Voilà, c'est ça qui fait aussi la réussite d'un étudiant. Il n'y a pas forcément que le côté formel académique. Voilà. Ouais, c'est d'être ouvert finalement au-delà de juste le stéréotype tu es un étudiant, point. Voilà. Non, bien sûr. Non, parce que c'est comme le sportif. Le sportif qui va bien, il n'a pas forcément de problème personnel. Il va bien, il est bien dans sa vie perso, dans sa vie sportive, il arrive à échelonner ses entraînements, à se surpasser, et mentalement, il est bien. Les étudiants, c'est pareil. Moi, je leur dis bien, vous êtes des étudiants, donc vous êtes des professionnels, entre guillemets, de l'étude, d'apprendre. Alors, sur le tout coup, ils ont un peu de mal. Alors, je dis, vous inquiétez pas, vous allez faire une mue pendant la première année, c'est-à-dire que vous allez enlever vos petits habits de lycéen et vous allez prendre le costume de l'étudiant. Alors, certains, ça va prendre 1 mois. D'autres, ça va prendre 1 semestre. Et il y en a que ça va prendre 1 an. Voilà. Et on parle justement de
des méthodes à appliquer, l'aspect positif pour tirer, élever vers le haut. Et selon toi, à l'inverse, qu'est-ce qui peut être rédhibitoire chez un enseignant, un professeur, où on peut aller pour être cru au casse-pipe avec ses élèves en fait? Alors, ce qui va bloquer, c'est déjà typiquement des profs qui vont peut-être être un petit peu très timides et qui peuvent être excellents dans leur domaine, timides, qui vont pas chercher à accrocher l'attention, qui vont être restés sur ton inconnu aussi, sur leur papier, qui vont lire typiquement leur papier ou leur diaporama, qui vont aller aussi pour certains des fois un petit peu dans l'extravagance, mais tu sais pas pourquoi. Qui vont pas suivre leur fil de leur cours, de ce qu'ils ont par exemple noté ou mis à l'étudiant en disant voilà ma progression, puis au final ça part dans tous les sens, donc il n'y a pas de logique. Ça déstabilise énormément les étudiants. Et puis après aussi la cohérence. Là j'ai bien compris que si on n'était pas cohérent, là on se fait entre guillemets un petit peu fusiller, c'est-à-dire que si on dit quelque chose on le fait. Si on ne le fait pas, qu'on arrange les passes droits, c'est terminé. Voilà, c'est quelque chose... Tu brises un peu la relation de confiance. Complètement, exactement. S'il n'y a pas la bonne relation de confiance, ou alors, et puis voilà, et après il y a des professeurs qui ont leur caractère. Je sais qu'il y a des étudiants qui n'aiment pas, par exemple, des professeurs qui sont peut-être trop dans l'émotion, trop colériques. Voilà, ça dépend aussi de sa personnalité. On a tous eu des enseignants avec lesquels on avait beaucoup plus d'atomes crochus que d'autres où on les trouvait soit insipides, soit voilà. C'est intéressant ce que tu as souligné au début sur l'aspect on peut parfois avoir une super expertise, être vraiment fort dans son domaine, mais si c'est pas couplé à de l'enthousiasme, de la façon de s'adapter finalement à son auditoire, ça peut faire un gros flop. Et à l'inverse, un professeur parfois un peu plus débutant, peut-être avec un bagage un peu moins conséquent, le fait d'être enthousiaste, souriant, de capter les attentions, l'effet ne sera pas du tout le même, quoi. Et c'est vrai que le sourire n'empêche, c'est une très belle arme. Ça peut désarmer des situations humaines, mais ça peut aussi... moi, je souris régulièrement en cours. Et je vois bien, dès la rentrée, ça permet aussi de les poser, de se rendre compte que ils vont pas être mangés par un enseignant, que ça va bien se passer. Et puis en même temps, alors c'est vrai que quand on est jeune enseignant, il y a de l'enthousiasme. Et puis aussi, c'est un petit côté aussi quand on est jeune, c'est-à-dire on n'a pas de recul, il n'y a pas la maturité professionnelle, donc on peut se permettre certaines choses. Que là, moi par exemple, là j'ai 30 ans, j'ai presque... j'ai plus de 6 ans d'enseignement, il y a des choses, je ne les fais plus parce que je gère plus le métier de la même façon. Avec la prise d'expérience, il y a sur certaines choses, non, je me dis, non, je peux pas faire ça parce que j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Est-ce que tu as un petit exemple pour ceux qui nous écoutent entre tes débuts et aujourd'hui, chose que tu ne reproduirais pas? Par exemple, au collège, des fois, je débutais sur des petites anecdotes, des fois même un petit peu drôles, ou alors qui étaient en rapport avec l'actualité, mais pas forcément en rapport avec le cours. Ça, je ne le fais plus. Ou alors, il y a des choses, à l'ICR, il y a certains examens que je fais plus, par exemple pour les premières années, fiches de lecture, des choses comme ça, j'ai abandonné parce que je voyais que ça ne fonctionnait pas. Là, comme la promo a grandi, je suis passé quand même d'une 50aine d'étudiants quand j'ai commencé, là, ils sont 94 cette année. Donc, tu vois, je les faisais travailler en groupe. Ouais. Donc, c'était chouette parce que, par exemple, je leur faisais faire des introductions, des conclusions ou des plans détaillés en groupe. Alors, ils commençaient d'abord tout seuls et après en groupe. Et là, ils se rendaient compte en groupe, waouh, on a une version qui est beaucoup meilleure que celle qu'on avait faite tout seul. Donc, c'était pas mal parce que ça crée l'intelligence collective. Voilà, exactement. Et là, ça leur permettait de faire aussi des groupes qu'ils retrouvaient, bien sûr, en révisant. Mais là, je peux plus forcément me permettre. Même si je leur dis bien, révisez ensemble, travaillez ensemble, relisez quand vous faites un TD vos parties, parce que quand on se relit soi-même, des fois, c'est un peu plus difficile. Mais par un œil extérieur, c'est beaucoup plus agréable. On progresse de cette manière-là. Donc, il y a des petites choses comme ça où j'ai arrêté, voilà. Puis dans ma manière de voir les choses aussi, voilà. Puis pour revenir sur l'aspect le sourire, ce qui est intéressant, c'est toujours le paradoxe,
sourire mais pas trop, Non. savoir quand le caler, et cet aspect où je suis un peu comme toi, très souriante, ça peut nous desservir parfois. Ouais. Quand on souhaite se faire entendre, Mm. quand là on est vraiment dans un sujet sérieux, Mm. d'être capable d'adapter son langage Mm. non verbal aussi, et d'être beaucoup plus ferme dans l'expression de son visage, parce que sinon on ne nous prend pas au sérieux tout simplement. Je pense que toi qui souris beaucoup derrière ton micro là actuellement, on doit l'entendre même derrière. Est-ce que parfois tu te dis, tu le mentalises, je veux dire, là, ou est-ce que ça devient de plus en plus naturel? Comment tu... Alors oui, ça devient de plus en plus naturel parce qu'en plus, t'as des... Alors ce qui est drôle avec l'expérience, c'est que tu as des choses, des fois des moments qui se répètent un petit peu. Alors le contexte n'est jamais le même, mais sur certaines choses, tu te dis, ah bah là je peux pas adopter cette posture, là. Là, il faut que je sois beaucoup plus, plus ferme, ou des fois un peu plus souriant, en prenant un peu plus en compte certaines choses. Mais oui, puis il y a des choses qui, comme tu disais, mentaliser, même mentaliser son cours. Un enseignant, au niveau charge mentale, quand moi, 24 heures avant un cours, j'imagine, mais 10 000 scénarios. 10 000 scénarios. Et ça va me poursuivre, pendant qu'on aura cours. C'est des choses, avant le cours... ton esprit se dit comment ils vont être, est-ce que je vais pouvoir réussir à faire mon objectif, est-ce qu'ils vont bien comprendre ce que je vais leur dire, est-ce qu'ils vont comprendre mes attentes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu comme avant une compétition, mais assez répété dans le temps. Donc et puis c'est sur le fait aussi, moi je suis responsable des premières années, donc je pense que je l'ai beaucoup plus que peut-être mes collègues qui ont en charge les deuxième et troisième années, parce que là ils les connaissent bien. Ils savent comment ça se passe, la promotion n'évolue pas, que quand tu as des nouveaux étudiants, là par exemple, j'ai les trombinos en face de moi, j'ai des visages que j'ai vus pendant les entretiens de motivation, mais après je ne les connais pas encore très bien. Donc il y a cette part d'inconnu au début d'année qui va vite être soulevée au bout de 15 jours, et après au bout de 15 jours je vais bien cerner la promotion, et puis là je vais peut-être changer mes attentes et... ma façon d'arriver en cours, peut-être que je serai des fois un petit peu moins souriant, un peu plus ferme, plus directif, voilà. Et il y a une question qui peut être intéressante, et ça peut faire le parallèle avec un manager avec ses équipes, un entraîneur avec son équipe également, c'est de se dire, on crée des relations de confiance, on travaille sur soi, mais comment on parvient aussi un peu à se détacher, à couper? Alors le détachement, moi je l'ai grâce au sport. J'ai l'athlétisme, le foot, le vélo. Ça me permet de me détacher. Et puis, comme je suis à côté doctorant, j'ai ma fin de semaine où je fais de la recherche. Donc là, même si des fois c'est pas si facile que ça, puisqu'on est quand même demandé par les étudiants, par des questions, par des doléances, etc. Là, je m'oblige maintenant à couper un petit peu mon ordinateur. Je regarde les mails à la fin de la journée, bien entendu. Mais pendant que je fais de la recherche, que je sois aux archives ou que j'écris un article, là, je coupe. Parce que là, il faut être absolument concentré sur la tâche. Sinon, tu t'éparpilles. Donc, tu vas pas être très bien concentré à ce que tu fais. Ça va pas être efficace. Et puis c'est fait pour comprendre aussi aux étudiants que tu as mis un cadre. Moi, je vais leur annoncer que mais dans la semaine, je suis disponible de tel jour à tel jour, mais pas de tel jour à tel jour. Voilà. Mais je ne vous oublie pas. Je répondrai peut-être pas dans la minute ou dans le quart d'heure, mais je vous répondrai peut-être le soir. Et puis, si c'est urgent, vous avez bien sûr mon numéro. Donc là, vous pouvez m'appeler. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Et même pendant des fois, on peut avoir une période de vacances, on pense toujours un peu à ses cours, on pense toujours un petit peu à ce qu'on voudrait faire, de nouvelles choses, etc. Donc c'est vrai que c'est la richesse du métier d'enseignant, c'est-à-dire que jusqu'au bout, on est toujours dans ce processus, un petit peu de création, en même temps un petit peu de stress en se disant comment je vais les retrouver, est-ce que ça va bien se passer. Est-ce que vous en discutez entre vous? Parce que certains professeurs, ça va être assez naturel, entre guillemets, où ils arrivent à s'auto-former seuls. Ils n'ont pas forcément besoin de l'autre, parce que ça peut être un peu tabou, cette thématique-là, d'avoir des difficultés face aux élèves, à capter les auditoires, ou même à être respecté, tout simplement. Est-ce que vous en discutez entre vous? Alors, on va discuter, souvent, de ce qu'on va discuter, c'est ce qu'on ressent de la promotion. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils ont assez bien travaillé? Est-ce qu'ils fournissent un effort? Ça, on en discute souvent, et puis après, par rapport aux résultats. Après, ce qui se passe à l'intérieur des cours,
C'est vrai que pour ça, alors en plus dans le supérieur, des fois, je pense que c'est un petit peu tabou. Surtout quand un enseignant est en difficulté. Après, on le sait quand même assez rapidement puisque les étudiants parlent entre eux. Donc ça revient des fois à nos oreilles où après voilà, on voit comment ça se passe. Après c'est vrai que c'est pas évident du tout de dire bon bah voilà, est-ce que comment ça, voilà, on peut passer par un chemin en disant voilà, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il n'y a pas des problématiques, parce que c'est pas évident. Tout le monde n'a pas une autorité naturelle. Ça je l'ai compris avec l'âge. Le charisme, la figure de l'autorité, tu peux très bien, comme tu dis, être très bon dans ton domaine, mais au final t'as pas le charisme, donc on va pas forcément te respecter tout de suite. Et puis après, avec certaines personnes, tu as rencontré des enseignants où tu es arrivé en cours et là, ok, c'est comme ça, ça changera pas, mais il y avait la petite chose supplémentaire. Voilà. Et comment tu le définirais, parce que c'est loin d'être simple, hein. Le charisme, comment tu le définirais en quelques mots? Pour toi, ça représente quoi? Alors, il y a le charisme, on va dire, il y a la posture qui joue. Il y a aussi dans l'émotionnel, c'est la manière dont on est en cours, la posture qu'on a. Est-ce qu'elle est magistrale? Est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce qu'elle est plutôt dans l'accompagnement? Et puis aussi, il y a des choses toutes bêtes. Il y a le timbre de la voix, c'est-à-dire que tu as une voix plutôt des fois grave, sûre, etc. Tu ne varies pas ton ton de la voix. Tu as assez de directives tout de suite. Et puis, tu montres des fois pas forcément des affects, je pense. De montrer que des fois, tu n'es pas inintéressé par les étudiants, mais que tu montres bien une certaine distance. Oui, d'adopter quand même Voilà. un certain désintéressement. Oui, mais majoré. Voilà, majoré, exactement. Ouais. C'est pas du style un peu, pas du tout intéressé, qui va pas te regarder ou dès qu'il va y avoir une demande, tu dis bah non, c'est pas pour moi, je reviens dans mon travail. Non, mais de cette distance, cette hauteur, et puis après il y a des choses, voilà, il y a aussi un côté, les penseurs de la science politique, il y a aussi le côté aussi physique, les personnes d'un certain âge, d'une certaine grandeur. Voilà, il y a des choses comme ça, là où on ne peut pas faire. Ça dépend de la qualité de la personne. Et question qui demande presque de l'honnêteté, je te dirais ce que j'en pense aussi, mais est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour être enseignant? Non. Je pense que ça s'adapte aussi pour un manager, pour un entraîneur. Oui. Ouais. Et pourquoi, selon toi? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a des très très bons enseignants chercheurs, c'est-à-dire qu'ils sont très bons dans la recherche, dans leur domaine, qui vont être incollables. Et au moment de passer à la transmission, ça va être très délicat. Parce qu'ils leur manqueront peut-être un petit peu d'aspect didactique, c'est-à-dire de relation avec la classe. Ils ne sont pas assez charismatiques. Ils sont peut-être... c'est pas facile de s'exprimer devant 100, 110 personnes. Avoir, comme je dis, 200 yeux braqués sur soi pendant 1h30, 2 heures. Il y en a qui ne supportent pas. C'est une pression pour eux. Alors qu'ils seront peut-être meilleurs à un colloque ou dans leur bureau ou à écrire un article. Voilà. C'est un savant dosage, être enseignant-chercheur. Oui, toi, tu es un peu le voilà, mix des deux. Exactement, pour le coup, c'est le mix des deux pour tous mes collègues. Et en fait, il faut à chaque fois qu'on sache en fait, adapter ce qu'on fait en recherche à un public qui n'est pas chercheur. Et qu'on arrive à faire cette petite balance. Donc, selon toi, que l'on ait la posture de manager, d'enseignant, qu'est-ce qui est primordial à avoir en qualité humaine, en naturel en fait, parce que comme on le dit, on n'est pas tous faits pour ça. Et comment on peut le savoir que ça peut fonctionner parce que ça correspondrait à notre personnalité? Qu'est-ce qui est significatif et important en soi? Alors l'autorité, la franchise, c'est-à-dire que tu instaures un cadre de relation et de confiance. Tu montres que tu es bienveillant, mais en même temps que tu souhaites que ton collaborateur ou que ton étudiant progresse. Alors bien sûr à son rythme.
Et puis en même temps que tu sois capable aussi de le féliciter, pas forcément un manager qui pousse tout le temps, mais en félicitant pas forcément la personne, je pense qu'à un moment tu décroches, c'est-à-dire que tu vas saturer et à un moment donné tu vas te dire c'est sans fin, j'y arrive pas, voilà. Comme l'élève, on dit toujours ce qui ne va pas, voilà, manque de travail, exactement. Ouais. Mais on est capable, après j'essaye, des fois c'est pas facile, mais de dire par exemple, j'arrive plus facilement à le dire par contre au second semestre, de dire à des élèves qui sont en difficulté, regarde d'où tu es parti, là où tu es, tu as fait d'énormes progrès. Alors peut-être que tu ne le vois pas, ou de manière très progressive, mais moi en tout cas je vois qu'il y a du progrès. Voilà. C'est là où il y a une observation un peu constante qui est importante entre peut-être deux résultats ex aequo, entre guillemets, entre deux élèves. Voilà, telle personne a 14 de moyenne, l'autre 14 de moyenne, mais le chemin n'est pas le même pour l'un et pour l'autre, les difficultés non plus, et c'est pareil, je pense, face à ces salariés, face à ces joueuses, c'est exactement la même chose. Okay. Parce qu'on en a parlé tous les deux sur l'aspect qu'en France, il y a quand même un constat qui est fait où, dans l'enseignement, il n'y a pas forcément de réelle formation sur le management, les ressources humaines, la gestion de classe. Quel est un peu ton avis à ce sujet ? Alors, quand tu deviens enseignant, quand tu fais un master métier de l'enseignement et de la formation, l'intitulé est très très beau, tu as des cours de didactique, mais c'est toujours au moment, de toute façon les enseignants te le disent bien, c'est au moment où tu vas être en classe face aux élèves que là tu vas te rendre compte de ce que c'est de gérer une classe. Il n'y a pas de tuto, tu es vraiment face aux élèves, c'est toi qui dois te débrouiller. Alors souvent, quand tu es jeune enseignant stagiaire, souvent dans les classes, ils sont plutôt bienveillants. Les élèves, que ce soit au collège ou au lycée, ils savent, les enseignants ont expliqué, c'est voilà, je vous laisse en main avec Monsieur Champroux, Monsieur Tartampion, c'est un jeune enseignant, etc. Je compte sur vous, voilà, ça se passe plutôt bien. Après, bien sûr, plus tu répètes les leçons, plus ils vont commencer aussi à te tester, ce qui est normal, c'est le petit jeu. Mais c'est vrai que là, là-dessus, il manque beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu te formes en autodidacte, Et à côté, tu as plein de cours où on te parle de système scolaire. Il y a des choses que tu n'as pas forcément besoin. C'est ça qui est un peu triste. La formation théorique est plutôt bonne, mais c'est ça en français. Théorique est très très bon, mais après, dans la pratique, on a un peu de mal. La pratique, tu vas avoir ton premier retour au moment où tu vas être inspecté. C'est l'inspecteur qui est dans ta classe et va justement regarder un petit peu ce que tu fais. Est-ce que ça se passe bien, les relations avec les élèves ? Est-ce que tu adoptes le bon ton ? Est-ce que tu abordes bien la bonne notion ? Comment tu l'expliques ? Qu'est-ce que tu utilises comme support ? Est-ce que tu utilises un support numérique, le tableau de classe ? Et puis aussi un petit peu comment tu parles aux élèves. Et donc là, tu as un retour tout de suite. Mais c'est quand tu es inspecté, parce que l'inspecteur, quand tu es enseignant dans le secondaire, c'est un petit peu ton N+1 hiérarchique. Est-ce que c'est instructif les retours que vous avez? Oui, moi j'ai été inspecté en janvier 2020, juste avant la Covid. Ouais. C'était assez instructif. C'est vrai d'avoir un retour d'une personne un petit peu neutre, ça fait du bien. Après, le gros souci dans l'enseignement, tous les profs te le diront, après c'est dans la gestion de carrière et dans la gestion humaine. C'est-à-dire, c'est normal, une personne a peut-être besoin de ne pas forcément avoir les mêmes classes toute sa vie, a peut-être envie de se former, et l'aspect formation, on n'oblige pas les enseignants forcément, à part certains chefs d'établissement qui obligent de suivre des formations, mais il n'y a pas d'obligation des fois, d'accord ? Donc c'est pareil, il faut aussi se mettre, c'est normal de se mettre à jour assez régulièrement, on est dans un monde où la technologie, où certaines procédures vont de plus en plus vite, ça change énormément. Donc au final, il faut vraiment habituer, je pense, toute la profession enseignante et tous ceux qui sont à côté, à se former régulièrement. Et puis sur la gestion de carrière, oui, c'est un petit peu embêtant. C'est-à-dire que quand tu deviens enseignant, il y a une espèce de chape de plomb qui tombe sur toi, c'est-à-dire que tu ne feras que ça de ta vie. Alors, c'est la seule profession, entre guillemets, ce qui est assez drôle dans un monde où il y a énormément de reconversions en ce moment. C'est un des seuls mondes professionnels un peu monolithes, quoi. C'est-à-dire, allez, t'es là, tu ne bouges plus, tu auras peut-être des niveaux différents, mais tu feras que ça de ta vie. Non, je pense pas. Parce que maintenant, il va y avoir des enseignants qui ne feront plus ça toute leur vie. Là, on va rentrer dedans. En cette rentrée, il y a un ouvrage qui est paru de William Lafleur qui a écrit « L'ex plus beau métier du monde ». Et donc là, qui s'est reconverti.
Mais il explique pourquoi, il a recueilli des témoignages d'enseignants. Et il dit bien que lui, à un moment donné, voilà, il avait fait vraiment le tour. Je pense qu'il a été déçu aussi de l'institution, mais qu'il se voyait faire peut-être autre chose. Voilà. Mais il y a plein d'enseignants qui aimeraient, par exemple, gravir peut-être des échelons administratifs au sein de l'enseignement, ou devenir CPE ou directeur, et qui des fois ne peuvent pas. C'est intéressant que tu aies pu recommander ce livre-là, puisque je pense que certains se retrouvent face à un vide en se disant mais personne n'est passé par là, ou très peu de personnes, et manque peut-être de sources d'inspiration, d'exemples. Et c'est pas documenté, c'est-à-dire que si tu demandes par exemple, alors là un peu plus depuis 2-3 ans, mais on te dira jamais le nombre exact d'enseignants qui quittent l'éducation nationale. Selon toi c'est tabou. Et pourquoi ce serait tabou ? C'est tabou parce que c'est l'État et que l'État et surtout l'école a fait la nation. L'État a fait les républicains. Donc on est en République, le régime n'est pas remis en cause, ça aurait pu être le cas sous la Troisième, c'est plus le cas. Mais c'est pas très bon d'indiquer en message, je sais pas, 2000, 3000 enseignants ont quitté l'enseignement. Alors surtout pour le modèle, et puis tu as un développement du privé. Donc ce qui fait que ça fait un espèce d'appel d'air, c'est-à-dire que on voit que le privé se développe, en même temps l'éducation nationale, le nombre d'enseignants diminue de plus en plus, tous les postes ne sont pas pourvus, donc l'État essaye de ne pas communiquer ce genre de chiffres. Et il y a une question qu'on n'a pas abordée et qui me vient, puisque ça peut concerner aussi tout professionnel finalement qui a des personnes sous son aile ou à diriger, et sur l'aspect comparaison aux autres professeurs, dans un sens plutôt négatif justement. On peut se dire mais ce professeur-là, il est bien apprécié par les élèves, il arrive facilement à avoir une autorité naturelle. Peut-être aussi qu'un N+1 peut comparer différents professeurs entre eux ou pas. Comment tu vois les choses à ce sujet ? Alors moi j'essaie de pas, monter les enseignants les uns contre les autres. Je sais que chacun a des qualités, des défauts, que c'est leur manière d'enseigner, mais que du moment que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de choses délicates, ou par exemple il y a eu d'exclandre, ou de petites choses comme ça, je les gère de cette manière-là. Il y a pas il y a de la bienveillance. Alors bien sûr, s'il y a un gros problème, là je serai obligé d'intervenir, bien entendu, et de dire que ça se reproduit pas, bien entendu. Mais sinon, non, c'est pas... Voilà. Après, je peux comprendre, surtout quand on est jeune enseignant, et qu'on a peut-être été des fois, pour certains, ça leur arrive, ils commencent leur carrière dans le collège ou le lycée où ils ont été, avec des enseignants qui sont beaucoup appréciés. Et donc, ça peut être un moment aussi où on se dit, je suis jeune enseignant, je suis pas en pleine confiance pour l'instant, et puis j'essaie de me comparer à un modèle que je vais essayer d'atteindre. Alors, c'est bien comme modèle. Après, il faut pas non plus faire du copier-coller. C'est souvent le sujet qui revient de se dire, il faut pas que j'ai un masque en fait, il faut pas que j'essaie de copier quelqu'un que j'admire parce que pour lui ça marche, mais les élèves, les salariés, peu importe qui en face de soi vont vite le remarquer tout simplement, et après ça brise un petit peu aussi la relation, chasse naturelle, et il revient au galop comme on dit toujours. Exactement. Ces quelques années d'expérience, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, entre le jeune étudiant que tu étais et l'homme aujourd'hui qui est doctorant, professeur ? Qu'il faut jamais rien lâcher en fait, et qu'il y a de belles opportunités dans la vie. Il y a des moments où il y a eu des petits découragements quand même, et de se dire c'est dur, est-ce que j'atteindrai mes rêves, est-ce que je vais pouvoir réaliser ce que j'ai envie de faire, des choses comme ça, et en fait de vraiment pas lâcher et de continuer d'affirmer ce que l'on aime, ses valeurs, comment on voit les choses, ne jamais des fois, même si c'est pas facile, de rogner un petit peu sur ce que l'on est, et puis après l'affirmation de son caractère, parce que je pense que quand on est étudiant, c'est la formation de la vie. Et puis après, on découvre qui on est vraiment progressivement au cours des expériences que l'on a, que l'on fait, des personnes que l'on a rencontrées, que ce soit des relations amicales, amoureuses, des enseignants, ça nous forge. Et puis au final, vers la fin de la vingtaine, je trouve qu'on est beaucoup plus mature, on commence à se dire, là, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, et c'est beaucoup plus agréable. Parce que je pense que quand on a la vingtaine, il y a ce qui est normal, il y a un effet, on aime plaire. On veut plaire.
Mais plaire jusqu'à quel point? Si c'est pour être narcissique et renier toutes ses valeurs, je trouve ça pas très bien. Plaire, mais en affirmant ses convictions, ses valeurs, en restant soi-même, oui. Et ça, c'est un sujet justement sur lequel plusieurs managers m'ont fait part en me disant, pour manager des gens ou être enseignant, on n'est pas là pour plaire, justement. Et ça peut être le biais vers lequel on peut se diriger, où on est à la recherche d'une certaine reconnaissance, d'une validation, alors qu'on est là pour enseigner, transmettre, diriger, décider, guider, mais pas pour plaire. Est-ce que ça t'est arrivé de réfléchir à ça, de faire le distinguo entre les deux? Oui, exactement. C'est-à-dire que typiquement dans ma posture, c'est-à-dire que face aux étudiants, je leur dis bien, je ne suis pas là pour vous plaire, je ne suis pas votre copain, ça va être comme ça et pas autrement. Et en même temps, tu vois, dans le processus de recrutement, quand on recrute des jeunes lycéens, là, j'ai envie de les attirer. Bien sûr. Donc là, je vais plaire. Bien sûr. C'est un jeu de séduction. Quand tu veux recruter, c'est un jeu de séduction. Donc là, je vais être dans la séduction. Et puis après, quand je les ai en face de moi, soit ça va être plutôt dans la bienveillance, alors qu'ils auraient peut-être vu une partie de moi en cours très froide, c'est corseté. Donc non. Donc il faut savoir jouer un petit peu sur... tu vois, c'est des différents moments de l'année que j'ai. Et au final, je joue entre ces trois ou 4 postures. Voilà. Tu disais tout à l'heure, au début, on peut se demander, est-ce que je vais atteindre mes rêves, mes ambitions? Quelles sont aujourd'hui tes ambitions, tes rêves sur l'avenir? Alors, j'aimerais bien, comme tout doctorant, bien sûr, devenir maître de conférence, même si je sais que les places sont très, très chères. Là, il y a eu des rapports qui ont été donnés. Sur les 14 000 doctorants actuellement, tu vas en avoir que 15% qui vont continuer dans la recherche. Donc, c'est-à-dire soit dans l'enseignement public ou privé sous contrat comme nous, ou bien même au CNRS. Donc 15%, c'est très très peu. Donc il y a cette ambition-là. Et puis après, il y a peut-être le fait de faire peut-être autre chose à un moment donné aussi. Pourquoi pas chef de cabinet d'une mairie ou d'un conseil régional ou général. C'est des choses auxquelles j'étais destiné à la base quand j'étais en métier du politique. Et qui me plairait parce qu'il y a des choses que j'utilise là, moi, dans mon quotidien de tous les jours professionnel que j'ai appris en métier du politique. Tu vois, par exemple, la rapidité de répondre, il y a aussi le fait, l'organisation, aussi la manière de relayer certaines infos ou alors de relancer régulièrement les étudiants. Tout ça j'ai appris en métier du politique. Ou même par exemple, typiquement là juste derrière toi, réaliser des affiches, des conférences, organiser des colloques, tout ça je l'ai appris pendant mes années du politique. Donc il y a une espèce de passerelle. Et puis en plus, pour terminer sur le clou, mon sujet de thèse, c'est de l'histoire politique. Donc... on revient toujours. Voilà, on est toujours dans ce domaine-là. Après avoir, on verra bien ce que l'avenir me réserve. Il y a le champ des possibles et tu ne fermes pas les portes. Non, je ne ferme pas les portes. Voilà. Ça peut donner aussi un peu d'espoir, entre guillemets, à certains élèves qui se lancent dans le milieu de l'enseignement et qui se disent est-ce que je mets un pied dans un cadre où je ne pourrai jamais en sortir? Non, c'est potentiellement possible de divaguer d'une manière ou d'une autre. Après, je pense qu'il faut tout de suite se le dire. C'est quelque chose, tu vois, par exemple, se dire j'ai fait telles études, j'ai fait mon premier job, il m'a pas plu, je me suis déjà orienté ou je recommence une carrière dans un autre domaine. Mais après, de se dire, franchement, oui, si à un moment donné, il y a besoin, j'ai fait 10, 15 ans dans l'enseignement, je vois que il n'y a plus la même passion, il n'y a peut-être plus l'envie de transmettre. Je préfère passer à autre chose que de rester dans le job et au final m'ennuie et là ça serait pas très bien sûr, on n'a qu'une vie et je suis la première à avoir fait 5 ans de droit et ne pas du tout avoir été juriste et être là aujourd'hui en face de toi enregistrer un podcast. Exactement, si on m'avait dit ça quand on était sur les bancs de la fac, je ne l'aurais pas cru. Adrien, on arrive à la fin de l'épisode et comme dernière question, si tu devais partager un conseil aux personnes qui nous écoutent, aux futurs, actuels, enseignants, managers, peu importe, ce serait quoi? Soyez passionnés. Simple, clair, efficace, c'est vrai. Parce que si vous êtes passionné, vous allez transmettre d'une telle belle manière, avec de l'émotion, ce que vous aimez.
Vous allez pouvoir ouvrir le champ des possibles en étant passionné parce que vous allez attirer l'attention. Et il y a des élèves, des étudiants qui vont vouloir peut-être faire votre métier ou aller vers le domaine de recherche que vous faites. Donc c'est juste incroyable en fait pour des étudiants de 18-21 ans qu'ils ressentent cette passion. Voilà. Et on l'a entendu, cette passion, pendant l'épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, et puis on pourra retrouver certaines informations, si tu le souhaites, que tu me partageras. Oui, on mettra sans en problème. dessous de l'épisode. Et n'hésitez pas, vous pouvez le retrouver aussi sur LinkedIn, bien sûr, et peut-être ailleurs. Oui, sur le site de l'ICR. Et puis, Ouais. bien sûr, si certains ont des questions, vous pouvez me les envoyer sur mon LinkedIn. Je réponds Et régulièrement. peut-être qu'il y aura de futurs élèves. Voilà. Merci Adrien. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que le retour d'expérience d'Adrien et ses précieux conseils t'apporteront dans ton quotidien professionnel. Et si tu as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une étoile et me partager ton avis en commentaire. Je t'en serai grandement reconnaissante. On se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.